Coup de canon, le podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. Salut tout le monde et bienvenue dans Coup de canon. Aujourd'hui, on vous propose un épisode 100% féminin. On s'était engagé à le faire et c'est avec un grand plaisir que l'on fait ce premier épisode de la saison. Alors 100% féminin dans le contenu, mais aujourd'hui, Arsenal French Club n'a pas encore assez de filles dans ses membres pour faire un podcast 100% féminin au niveau des intervenants. Donc du coup, vous vous doutez bien que je retrouve la famille du foot féminin avec moi et honneur aux dames. La dernière venue, Sarah, salut Sarah. Salut! Sarah qu'on avait eu l'occasion de d'entendre en fin de saison dernière et qui nous a fait l'honneur de d'accepter notre proposition de rejoindre l'assaut et Sarah qui était d'ailleurs au stade hier pour la victoire des féminines, mais on va y revenir un petit peu plus tard. Et puis ben celui qui va non pas prendre une voix de fille, mais qui sera mon, mon binôme masculin sur cet épisode-là, le spécialiste du foot féminin chez nous, celui qui a rédigé un excellent article paru dès ce matin sur le site internet d'Arsenal French Club. Vous l'aurez bien entendu compris, il s'agit de Mister Jonathan Fournier. Salut Joe. Salut Raoul, salut Sarah, bonsoir à tous. Ouais, alors il dit bonsoir parce que lui, il est 21h chez lui. C'est ça. Mais chez nous, on dit bonjour. Sarah, Jonathan, merci d'avoir accepté cette invitation. Et c'est avec vraiment un grand plaisir que l'on va parler de foot féminin, puisqu'on s'est quitté la dernière fois, si je me trompe pas, sur la victoire, et quelle victoire d'Arsenal en finale de la Ligue des Champions. Et puis, ben, le temps passe, hein, et puis il faut avancer. Une nouvelle saison a débuté hier, mais entre la victoire euh, en Ligue des Champions et hier, il y a eu un Euro où je crois qu'elles étaient six de mémoire à être championnes d'Europe. Il y a eu une cérémonie dont je n'ai plus le nom parce que clairement j'ai de nouveau pas préparé cet épisode, veuillez m'excuser. Mais Jonathan, je sais que tu le cites dans ton article, mais il y a une cérémonie des trophées où il y avait également pas mal de Gunners qui ont été nominés et nommés. Et donc je le disais, il y a eu un mercato, il y a eu une préparation. Alors rien à voir avec les garçons, hein. La préparation chez les filles c'est 2 matchs et puis on commence le championnat et effectivement le match d'hier. Pour commencer, mesdames, messieurs, Sarah, Jonathan, on va un petit peu parler du mercato d'été. Et je ne sais pas si on peut dire qu'il a été mouvementé. En tout cas, moi, il m'a bien, bien, bien donné la patate parce que j'ai trouvé que le mercato, il avait été fait de façon super intelligente, notamment au niveau des arrivées. Puisque, je vais les citer, et on reviendra bien entendu plus dans le détail. Chloé Kelly, qui nous avait rejoint en prêt, qui était en fin de contrat avec Manchester City, a signé un contrat cet été et donc officiellement une joueuse sous contrat d'Arsenal. On a eu l'arrivée, et quelle arrivée, d'Olivia Smith en provenance de Liverpool, une jeune crack. On a eu également l'arrivée de la Jamaïcaine Taylor Innes et on a une numéro 2, voire numéro 3 en goalkeeper avec Ameke Borbé. Ça, c'était au niveau des arrivées et moi, j'aime bien en parler dans les mercatos parce que je trouve qu'une prolongation, c'est comme un recrutement. Il y a eu la prolongation de Russo qui a été annoncée, je crois, il y a 15 jours de ça, de mémoire. Donc voilà, au niveau des arrivées, au niveau des départs, pardon, il y a Lia Welchi qui rejoint la Juve, qui était au club depuis 2018. C'est une sorte de fin de belle histoire, mais la fin était compliquée, notamment à cause de blessures. Et, alors vous m'excuserez pour la prononciation, la jeune Michelle Aguemang, qui a été retournée en prêt
à Brighton, bien qu'on ait pu la voir notamment en finale, je crois qu'elle est rentrée en finale de l'Euro, si je me trompe pas. Mais voilà, elle repart pour une saison à Brighton, histoire de prendre du temps de jeu, de s'aguerrir pour pouvoir venir concurrencer, pour ne pas te paraphraser Jonathan, les Russo, Kelly et consorts à la tête de l'attaque d'Arsenal. Sarah, ce mercato de ta Bretagne où tu étais en camping animatrice, comment tu as pu le suivre et comment tu l'analyses? Ouais, bah moi comme tu disais, j'aime beaucoup le mercato. Des choix très intéressants. Il y a à peu près le même nombre d'arrivées et de départs. On a eu un peu plus de départs, mais disons qu'on s'est séparé un petit peu de joueuses qui servaient plus trop dans l'effectif, on va dire. Lina Hurtig, Amanda Ilestedt qui avait été annoncée au printemps dernier au départ, Laura Winrother également. Donc ça, c'était des sorties intéressantes pour nous. Ensuite, Lia Velti, ça c'est bon, pour le petit cœur de supporter, ça fait un peu mal. Mais c'est vrai que c'était une joueuse qui jouait plus trop, surtout sur la saison dernière, qui maintenant elle est dans ses 30 ans, donc c'est, on va dire, compréhensible, même si elle joue un poste qu'on n'a pas vraiment remplacé. Un peu, c'est quand même une milieu défensive et donc à voir comment on va s'organiser au milieu. Mais sinon, recrutement très intéressant, Olivia Smith, forcément, ça fait plaisir. Surtout, vraiment, je suis contente d'avoir pu réussir à attirer une joueuse comme ça, une jeune crack, comme tu disais. Parce que d'habitude, les autres années, c'était toujours Chelsea qui recrutait toutes les petites jeunes et tout. Et là, enfin, c'est nous. On a sorti le porte-monnaie, mais on a enfin réussi à avoir une petite pépite, donc ça fait plaisir. Également, des joueuses comme Ins, c'est intéressant parce que je pense que c'est une joueuse vraiment que Renée, elle apprécie parce qu'en fait, c'est une joueuse très polyvalente et j'ai l'impression que c'est vraiment un profil de joueuse que Renée, elle aime beaucoup. Les joueuses polyvalentes qui peuvent jouer à plusieurs niveaux. On a vu aussi l'année dernière avec le replacement de Steph Catlett, donc qui est latérale gauche, mais qu'elle a replacé en défense centrale. Donc une joueuse qui est assez polyvalente. Je pense qu'elle aime bien faire jouer des joueuses sur différents postes. Et donc, Ince qui peut jouer au milieu de terrain, latéral gauche, latéral droit. Donc, franchement, une très bonne backup pour moi. Ensuite, bon, Kelly, bah, évidemment, ça, c'était sans surprise. Voilà. Et ensuite, la gardienne, bon, ça c'est sûr, je pense que c'est pour préparer la suite en tant que numéro 2 quand même J'avoue, je la connais pas trop, mais donc à voir ce que ça peut donner. Mais ouais, je pense au remplacement de Zinsberger qui va plus rester très longtemps maintenant au club. Je pense qu'il y a moyen qu'elle trouve une porte de sortie l'année prochaine ou même à la mi-saison peut-être. Euh, mais voilà, non, franchement, très intéressant. Et je pense que l'effectif s'est assez upgradé Ouais. avec ce mercato. Et Jonathan, tu en parlais dans l'article, et Sarah vient de le souligner à nouveau, on a cassé le portefeuille. Alors, on va redonner des chiffres parce que, bien entendu, qu'on ne peut pas comparer le foot féminin au foot, euh, au foot masculin. Mais le transfert pardon, d'Olivia Smith, c'est 1 million de livres. Et ça représente le plus gros transfert entre clubs entre clubs anglais de toute l'histoire du foot féminin. Puisque Chelsea a fait un autre recrutement à hauteur de 1,1 million de livres, mais ils sont allés chercher la joueuse, je ne sais plus où, mais elle n'évoluait pas encore dans le championnat anglais. Jonathan. Je suis d'accord avec Sarah, c'est un super mercato. Je pense que c'était important de capitaliser sur ce qui s'était passé avec Chloé Kelly, qui a fait un très très compliqué à Manchester City.
que ce soit au niveau des minutes passées sur le terrain, mais aussi au niveau côté mental. C'était pas facile pour elle. Elle a fait le pari de rejoindre Arsenal avec une coach qui était somme toute encore très jeune et qui remontait encore la pente par rapport au début de saison compliqué de la saison dernière. Elle a joué le jeu. Elle a passé du temps sur le banc, elle était titulaire, elle est rentrée en cours de match, elle a eu un impact très rapide, ce qui lui a permis aussi, bon, au-delà du fait d'aider Arsenal dans sa conquête de la Ligue des Champions, mais aussi à gagner sa place en équipe d'Angleterre et d'une belle façon parce qu'elle a vraiment été une pièce maîtresse des Three Lions à l'Euro 2025. Et, et ce qui est encore intéressant, c'est que tu parlais du prix d'Olivia Smith, mais c'est encore très régulier en WSL que des joueuses partent en fin de contrat. On avait eu Alessia Russo en 2023 de Manchester United, qui est arrivée en fin de contrat et qui a remplacé au la main Viviane Miedema, qui est enfin, Alessia Russo est la meilleure marqueuse de l'effectif. Peut-être pas joueuse, parce qu'il y en a encore qui sont, enfin, comme Mariana, qui sont très très haut niveau. Mais une fois de plus, on arrive à signer une joueuse en fin de contrat qui est encore dans la fleur de l'âge et qui est super efficace. On l'a vu hier. Donc ça, je pense que c'est un super recrutement et c'est aussi une joueuse formée au club. Donc c'est un peu une pierre deux coups. Olivia Smith, on en a parlé, en provenance de Liverpool, canadienne, signature record. Elle a été élue meilleure jeune de l'année dernière au Award de la Football Association, il y a 2, 3 semaines de ça. Donc bon, là on en tire un peu les lauriers, mais bon, on n'y est pas pour grand-chose, hein, parce qu'elle jouait pas pour nous, mais bon, elle vient chez nous, donc ça c'est super. Taylor Haynes, fin de contrat aussi, donc on paye rien. Ancienne de l'académie, c'est top. La gardienne allemande, je ne connais pas, donc je n'avancerai pas dessus. Et Michel Aguiemang, ce qui est intéressant, bah, c'est que on est vraiment en train de la préparer pour le futur. À Arsenal, elle n'aurait pas eu beaucoup de temps de jeu parce qu'elle est en compétition devant, en position d'avant-centre avec Alessia Russo, avec Stina Blackstenius, qui a été très efficace la saison dernière et qui a encore montré hier qu'en sortie de banc, c'était du très haut niveau. Mais Signa Blackstenius est en fin de contrat et son contrat expire à l'été 2026. Donc on sait qu'à Brighton, elle peut quand même emmagasiner un maximum de temps de jeu et ça peut vraiment l'amener à un super niveau pour la saison prochaine pour aller concurrencer Alessia Russo au plus haut niveau. Au niveau des départs, on a parlé de Léa Walti. Léa Walti qui est avec nous depuis 2018 et donc qui avait fait partie prenante du dernier sacre anglais d'Arsenal qui remonte à 2019 où elle avait quand même joué 12 matchs Elle avait fait 12 apparitions en championnat cette saison-là pour, je crois, à peu près 1000 minutes. Donc bon, elle a vraiment fait partie pleine de l'effectif. Je pense qu'elle est très très appréciée par les gens autour d'elle. Le problème, c'est qu'elle a eu un petit peu des blessures à répétition et que bon, c'était peut-être le bon moment pour se séparer, pour qu'elle aussi elle aille dans une ligue qui est peut-être un petit peu moins rugueuse que la ligue anglaise. Donc, euh, donc c'est bien pour tout le monde. Après, on voit aussi qu'il y a quand même pas mal de prêts, hein. Ça, c'est un petit peu similaire à l'équipe homme. Il y a quand même énormément de joueuses dont on ne sait pas trop quoi faire qui partent en prêt. Il faut garder en tête que c'est pas Andrea Berta qui gère le mercato féminin. Edu avait Edu, quand il a pris son poste de directeur sportif, avait un peu une overview sur les femmes et sur l'académie. Là, Andrea Berta, il touche pas du tout à ça. Ils ont une directrice du football, Claire Whitley, qui gère et qu'on voit sur les photos à chaque signature de contrat, extension et ce genre de choses. Donc, non, c'est un bon mercato. Je pense qu'on s'est bien renforcé et on a bien commencé à aller hier, quoi. Donc, c'est super. Euh, ça concerne le mercato. On peut peut-être parler aussi de je vais pas dire la moins bonne nouvelle, mais quand même, avec la blessure en fin de saison de Williamson, qui a clairement porté, pour moi, qui a porté l'équipe l'année dernière, avec certes avec d'autres joueuses, mais c'était un peu l'âme de cette équipe.
notamment défensivement, l'âme de l'équipe d'Angleterre aussi, qui donc championne d'Europe en club, championne d'Europe avec son pays, qui s'était fait les ligaments en 2023 ou 2024 et qui a été opéré du genou. Alors ça n'a rien à voir avec les ligaments, mais une sorte de nettoyage. En tout cas, elle a subi une opération. Le club a communiqué sur une absence de quelques semaines. Il va falloir faire sans elle, en tout cas au début de ce championnat-là, mais c'est une petite tuile parce que elle était vraiment, bah, moi je la trouvais quand même super performante et super rassurante défensivement pour l'équipe en tout cas. Euh, Mercato, c'est fait. On va parler un petit peu de l'intersaison puisque bah, il y a des nouvelles joueuses, donc reprise d'entraînement, et puis reprise des matchs amicaux. Alors je le disais, c'est pas comme les garçons, hein, elles enchaînent pas les matchs amicaux. Elles en ont fait deux durant l'intersaison. Elles ont joué Tottenham et elles ont joué West Ham. Défaite contre Tottenham, 4 buts à 3. Alors quand on regarde les buts, c'est assez folklorique les erreurs défensives que l'on a pu faire sur cette rencontre-là. Et victoire face à West Ham, 2 buts à 0 de mémoire. Est-ce que vous avez pu regarder les matchs ou pas, Sarah, de là où tu étais avec le peu de réseau que tu avais? J'ai pas pu regarder le match contre Tottenham, mais j'ai pu regarder le deuxième match contre West Ham. Ouais. Ouais, où elle a fait d'ailleurs pas mal tourner, hein. Il y avait quasiment deux équipes, une équipe Ouais. par mi-temps. Ça faisait assez drôle ou assez bizarre même de revoir les filles évoluer dans leur ancien stade, si je peux m'exprimer comme ça, elles n'ont pas évolué à l'Emirates pendant l'intersaison. Mais il y a déjà eu de belles choses sur cette deuxième rencontre, notamment donc, face à West Ham, notamment comme je le disais, où la coach elle a fait tourner, elle a mis quasiment deux 11 différents, un 11 par mi-temps, et on a pu voir des joueuses s'exprimer sur un temps de jeu réduit, mais voilà, une montée en puissance et bah, pour préparer le premier match de championnat qui avait lieu hier à l'Emirates, je le disais, et le premier match que Sarah, tu as pu aller voir. Alors, je sais pas si c'est sur un coup de tête ou si vraiment tu vas essayer d'aller faire un maximum de matchs, mais tu faisais partie des, soulignons-le quand même, 38 000 personnes présentes à l'Emirates hier avec en, en avant-match la présentation du trophée de la Ligue des Champions à l'ensemble des supporters par Williamson et son attel au genou. Raconte-nous un petit peu, Sarah, déjà d'un point de vue très personnel, cette reprise de championnat, cette première à la maison, cette première de la saison pour toi. Tu étais seul, tu étais accompagné. Comment tu as ressenti un petit peu déjà l'avant-match et ces 38 000 personnes présentes au stade? Ouais, bah comme toujours un plaisir de retourner au nord de Londres. Voilà, donc c'était quelque chose que j'avais prévu déjà. Le premier match de la saison, souvent je trouve que c'est assez sympa de retrouver. Souvent, bah voilà, il y a des choses à voir. Comme là, bah, il y avait le présentation du trophée de la Ligue des Champions, le départ de Lia Valti. Donc c'est toujours intéressant. Voilà, retrouver les supporters et tout. Franchement, toujours une super ambiance. Voilà, du monde, des chants. On a vu des buts. Euh, voilà, donc pour revenir par rapport à la pré-saison, moi c'est vrai que ce match, il m'a beaucoup plus convaincu que les matchs de pré-saison. Bon, il y en a eu que deux, mais c'est vrai qu'il m'avait pas vraiment convaincu. Bon, après, c'est sûr, on a fait beaucoup tourner et tout, mais c'était, que ce soit le match contre Tottenham ou West Ham, pas, c'était pas incroyable. Et donc là, c'était beaucoup mieux, même si le début du match était, sur les 20 premières minutes, on a eu un peu de mal à se trouver. Et après, une fois qu'on a trouvé le premier but, là c'était bon, c'était lancé et on a un peu annihilé l'équipe de London City. Euh, mais donc voilà, après c'est intéressant de revenir, on pourra peut-être revenir un peu plus tard, plus en détail sur le match. J'ai pas mal Bien de sûr, choses à oui, dire. bien sûr. Mais Euh, on, Euh, on-
Tu Ouais, parlais, Raoul, j'arrête. des matchs encaissés, des buts encaissés pardon, face à Tottenham. Oui, Et je regardais un peu l'an dernier, on finit 12 points derrière Chelsea, j'en ai parlé dans l'article. Et bon, il y a deux victoires courtes, deux défaites courtes pardon, contre Chelsea, mais on prend deux gros scores d'affilée au mois de mai, avant la Ligue des Champions, ouais. avant les champions qui font mal aussi. Hmm. On prend contre Aston Villa et contre Brighton, et c'est des gros scores, on prend à chaque fois 4 buts, je crois. Donc, il va falloir faire attention par rapport à ça. Ça avait mal commencé hier, mais Sarah reviendra dessus. En défense, il y a quand même eu un petit couac. Euh, c'est un petit peu normal que ça se passe aussi, hein. C'est l'expérience qui doit se faire comme ça. Mais il va falloir être vigilant. Il va falloir être vigilant là-dessus. On sait que City laisse pas beaucoup, pardon, Chelsea laisse pas beaucoup de place, laisse pas beaucoup de miettes. Donc, tout ce qu'on peut prendre, il va falloir le prendre. Bah, très clairement, hein, je veux dire, le championnat, il va se jouer. Alors après, c'est vrai qu'on n'a pas encore parlé des forces en présence de cette année. Tu en parles un petit peu dans l'article, notamment avec le recrutement de Chelsea. Mais si on doit se fier un petit peu historiquement aux forces en présence dans le foot féminin, on peut estimer qu'il y a un Big Four aussi chez les féminines. Sarah, tu m'engueules si je me trompe. Il y a forcément Chelsea qui a, je crois ils sont septième titre d'affilée ou sixième titre d'affilée en tant que championne d'Angleterre. Arsenal, bien entendu. Manchester City qui nous a embêtés très longtemps pour la place de deuxième la saison dernière. Manchester United un petit peu. On va dire c'est vraiment les quatre grosses écuries. Sarah, si hein, encore une fois, tu me dis si je Non, me c'est très trompe. bien. Je pense que Euh, depuis 2020, c'est le top 4 à chaque fois, hein. Ouais. voilà, c'est donc historiquement, c'est facile de s'appuyer sur des stats, tu vois, pour une fois que les stats elles servent. Euh, S'il devait y avoir une surprise ou peut-être une équipe à regarder sur ces dernières années, Sarah, pour toi, si tu devais mettre maintenant un outsider au Big Four, tu miserais sur quel club? Ah, c'est compliqué, hein. Pour l'instant, là, je vois vraiment pas d'outsider. Euh, c'est très irrégulier. Les autres équipes sont très Hmm. irrégulières en fait selon les années. L'année dernière, bah, surtout au début de saison, moi Liverpool, je trouvais ça vraiment intéressant. Mais cette année, ils ont perdu beaucoup de joueuses, bah, notamment Olivia Smith, qui était vraiment une des principales raisons pour lesquelles voilà, ils étaient très bons, Liverpool. Voilà. Après, il y a Brighton. Brighton, je pense, cette année, ça peut être intéressant. Ils ont un recrutement intéressant. Bah, Michel Ajiemang. Je pense que je peux dire Brighton, ouais. Mais encore une fois, pour moi, c'est impossible qu'ils rentrent dans le top 4 cette saison encore. Voilà. Je pense qu'encore, toi, tu penses très honnêtement que le gap entre le Big Ouais. Four et les autres équipes est aujourd'hui Ouais. trop important pour être cette saison diminuée et d'avoir un outsider qui pourrait venir embêter sur la. Je parle pas sur un match, hein, mais vraiment sur la longévité. Bah, les quatre équipes qu'on a pu citer. Ouais, sur la longévité, ouais, pour moi, je vois personne. Il y a Aston Villa aussi, pareil, qui fait un recrutement intéressant. Qui il y a quelques années, il y a 2 3 ans, pareil, qui était assez proche aussi du top. Je me demande s'ils n'ont pas terminé quatrième, je suis pas sûre. Peut-être c'était cinquième. Mais pour moi, même cette année encore, City, United, ils se sont encore renforcés. Pour moi, l'écart est encore trop gros. Pour moi, il y aura pas de doute sur le top 4. Il n'y aura pas de surprise. Ouais. Tu parlais de Liverpool. Alors, effectivement, ils perdent Olivia Smith, mais ils perdent aussi Taylor Inns. Ouais, Donc, c'est quand même deux joueuses qui étaient jeunes et qui étaient quand même ouais, des éléments clés de l'équipe la saison dernière. Et dans le Big Four, il y a toujours un avantage Chelsea indéniable par rapport au mercato de ce que tu as pu suivre, ou est-ce que tu penses que l'un des deux Manchester, de par son mercato, peut être encore plus dangereux cette saison? Sachant qu'il y a toujours un avantage à City par rapport à United. ouais. Euh, Non, pour moi, je pense que c'est compliqué. C'est compliqué à dire. Sur cette saison.
Je pense que City, non, il paraît trop loin de Chelsea. Parce il y a 2 saisons. Mhm. Il y a 2 saisons, le titre, ça s'est joué au goal average entre City et Chelsea. Donc là, ils étaient vraiment très proches. C'est Chelsea au goal average sur la dernière journée qui remporte le trophée. Mais en fait, ils se sont affaiblis un petit peu depuis 2 ans, City. Et bah, surtout l'année dernière, ils ont eu du mal avec les blessures. Cette année, ils ont eu pas mal de changements encore. Ils ont perdu plusieurs joueuses. Ils perdent Jess Park, ils perdent Jill Roord, ils perdent Chloé Kelly. Ils ont recruté plusieurs joueuses. Mais non, pour moi, elle est pas prête, l'équipe de City, pour concurrencer Chelsea euh, cette Et saison. Arsenal. Et Arsenal. Bah, pour moi, l'équipe ouais, la plus prête pour concurrencer Chelsea, c'est Arsenal. J'ai envie d'y croire, j'ai vraiment envie d'y croire cette saison. Même si apparemment, enfin, je regardais un petit peu l'avis sur les réseaux sociaux des journalistes et tout, pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui y croit à Arsenal. Tout le monde met encore Chelsea ultra favori cette saison. Ah bon? Après Ouais. la masterclass Ligue des Bah ouais, Champions, ouais. Ouais, Mais c'est sur, tu, comporté comme ça? ouais, mais tu vois, sur moi je tous trouve ça. les journalistes anglais de la BBC et tout, tout le monde met encore Chelsea ultra favori. Et pour moi, Pourtant, j'ai vraiment envie d'y croire cette saison. quand tu vois qui on sort en demi et en finale, il y a quand Bah même ouais, le pédigré ouais, derrière, hein. Mais je trouve que ouais. par rapport à ça, tu vois, je vais peut-être vous surprendre. Je suis d'accord avec les journalistes que Chelsea reste encore aujourd'hui et cette année le favori malgré la saison que l'on fait l'année dernière, parce que il y a une interview, je crois, que c'est une interview d'avant-match de Renée Slegers où en fait elle dit très clairement que rien n'est acquis cette année et que ça va être très compliqué parce que justement elles sont attendues par rapport à la fin de saison qu'elles ont pu faire la saison passée, mais elle expliquait aussi qu'il y avait une sorte de surperformance de l'équipe, que finalement en fait toutes les joueuses ont tiré dans le même sens au même moment et que ça a créé quelque chose d'assez incroyable. Mais quand tu regardes l'historique effectivement en Ligue des Champions et les clubs que tu élimines, notamment Lyon et bien entendu Barcelone en finale, mais quand tu regardes la finale, il n'y a pas eu une domination, il n'y a pas eu une domination d'Arsenal. Si on Non, non, est, bien sûr. si on est totalement Ah, franc, elles se sont fait bouger assez longtemps par Barcelone, notamment au niveau du jeu, mais elles avaient mis un plan de jeu en marche, on va dire, et du coup, c'était vraiment très bien défendre et profiter de plus l'occasion que l'on aura. Donc je pense que pour ces raisons-là, Chelsea va rester favori et à nous, surtout de ne pas perdre de points déjà face à des, entre guillemets, petites équipes et de performer contre Chelsea, parce que les deux défaites très serrées de la saison dernière font très mal. Et pourtant, il y avait vraiment de la place la saison dernière. Mais on va revenir aussi sur le match d'hier, Sarah, puisqu'on a probablement plein de choses à nous raconter. Et donc, du coup, ce premier match, la réception à l'Emirates des London City Lionesses. Peut-être avant de parler du match, il serait intéressant parce que certaines personnes se sont posé la question de savoir qu'est-ce que c'est ce club. Parce que c'est vrai que c'est un nom qu'on n'entend pas chez les garçons déjà et qui était peu connu. Donc c'est un promu ou ce sont des promus. Pour ceux qui s'intéressent déjà peu au foot féminin, euh, c'est un nom qu'ils n'ont jamais entendu parler. Et ceux qui s'intéressent un petit peu au foot féminin anglais, c'est un club que l'on n'a jamais vu dans l'élite du foot féminin. Donc, les London City Lionesses, Sarah, tu peux nous en parler un petit peu? Ça vient d'où? C'est qui? Jonathan, si tu veux compléter, bien entendu, tu es le bienvenu. Ouais, donc en fait c'est un club très récent qui a été créé je crois en 2019 d'après ce que j'ai lu et en fait c'est né de la séparation avec donc, le club de Millwall. Je sais pas si c'est comme ça qu'on prononce. C'est ça. Et donc voilà, donc ils ont séparé, ils ont créé une section féminine à part entière qu'ils ont renommée donc London City Lionesses. Et en fait récemment, donc je crois il y a 2 ou 3 ans, ça a été racheté par
la Michelle Kang. Donc Michelle Kang, c'est À la Lyon. nouvelle présidente de Lyon. Voilà, donc il y avait déjà la section féminine et donc il a récupéré la section masculine également. Et donc il y a plusieurs clubs. Elle a aussi un club à Washington, je crois, club féminin à Washington. Voilà. Et du coup, qui ont pas mal d'argent et qui ont beaucoup recruté cet été. Et notamment, tout à l'heure, on parlait des transferts records. Et donc, qui encore, justement, à la fin du mercato, ont encore euh, brisé un nouveau record. Je crois que c'est 1,6 million pour l'attaquante française du PSG, Grace Guillaureau. Grace Guillaureau. Et voilà. Un Et million également, six. 1,6 million, ouais. Ouais. Je sais plus si c'est en euros ou en livres, à voir. Et ils ont également aussi recruté l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain de la section féminine. Jocelyn Voilà, donc, Fleischer. ouais, c'est ça. Voilà, donc je pense à un club qui affiche de grandes ambitions, qui vont pour renouveler quasiment tout leur effectif cet été. Après être monté, ils ont recruté beaucoup de joueuses d'assez grands noms. Donc maintenant à voir, du coup c'est des joueuses qui se connaissent pas, donc je pense que ça va prendre du temps à se mettre en place, mais ça peut être un club qui peut faire parler de lui dans le futur, dans un futur proche à mon Alors, avis. pour le côté historique, parce que je viens de travailler à l'instant le sujet sur Wikipédia. C'est un club qui est basé à Dartford. Et Dartford, pardon, c'est au sud-est, est-sud-est de Londres, à 25 kilomètres de Londres, qui se situe sur l'ancien chemin, on va dire, de l'ancienne route qui allait de Douvres à Londres. Et c'est une ville qui est quand même relativement connue, puisque c'est la ville natale notamment de Mick Jagger. Hmm. Et ouais, super important, tu vois, de caser ça dans un podcast 100% foot féminin. Voilà. Après, effectivement, c'est donc un jeune club. Euh, son stade, pour info, c'est 4100 places. Ouais. Donc je pense que Et Mick Jagger étant un fan d'Arsenal. et tu vois, Il Jonathan, était, pré- comment d'une information complètement anodine et pourrie, on arrive à revenir sur le club. Ça, c'est magnifique. il Ça, était c'est magnifique. il était présent à Craven Cottage euh, quand on a joué là-bas en 2023, quand Jésus revient de blessure. Le jour où le match où Gabriel Jesus revient de retour. Ok. Sur le Ben, terrain. Sarah, tu es passionné, hein, t'as vu, franchement, ce que l'on apporte quand même à la communauté d'Arsenal, c'est magnifique. Ok, parenthèse faite sur les London City Lionesses. Parlons un petit peu du match. On en parlait un peu tout à l'heure avec toi, Sarah. C'était donc le premier match de la saison. Et donc, tu y étais dans un bel après-midi de fin d'été à Londres, devant, aux côtés de 38 000 personnes, sachant que il y a de ça quelques semaines, alors je pense que ce chiffre a dû encore un petit peu évoluer, mais pas énormément, le club communiquait sur la barre des 15 000 abonnés saison pour les filles. Ce qui en soi est déjà assez exceptionnel. Encore une fois, on se rend pas forcément compte, mais on parle de foot féminin et ben les ticket season holders, ils sont déjà plus de 15 000 dans un stade de 60, alors ça laisse de la place. Mais là, 38 000 personnes hier, nul doute qu'on sera quasiment sold out face à Chelsea, face à Manchester City, et pour les matchs de Ligue des Champions. Donc voilà, donc c'est comment un Emirates Stadium, alors je vais dire à moitié plein, un peu plus que la moitié d'ailleurs, mais je pense que les choses étaient bien faites, c'est-à-dire que le niveau supérieur était vide et que tout était vers le bas. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai interprété parce que à la télé, on voyait pas les tribunes hautes. Donc, je me suis dit qu'il devait avoir vidé et qu'il filmait aussi en fonction de ça. Comment était l'ambiance déjà pour commencer, Sarah? Ouais, L'avant-match, est-ce que tu sentais qu'il y avait vraiment cette impatience de retourner? Finalement, c'est le match d'après, la finale de la Ligue des Champions. ouais, ouais, bah on sentait clairement ouais, cette impatience. D'ailleurs, on pouvait voir sur l'avant-match, était beaucoup plus rempli que d'habitude. Disons, sur la 30 minutes avant le début du match, il y avait beaucoup plus de monde que d'habitude. Souvent, les gens rentrent, sont pas encore entrés dans le stade où ils Tout à restent la fin, ouais. derrière. Et donc là, il y avait beaucoup plus de monde. Bah, après, forcément, il y avait la présentation du trophée, Il avait été les au annoncé. revoir Ouais, ça avait été Ça annoncé. avait été annoncé. Ouais.
Ouais, voilà. Et donc voilà. Donc, après, c'est vrai que ça fait un peu bizarre des fois de voir une partie du stade un peu vide. Il y avait quand même une partie haute. Il y avait un des côtés qui était rempli Ok. euh, en haut. Et sinon, tout le bas aussi était rempli. T'étais de Mais quel non, côté, toi, du coup? l'ambiance. Pardon, je te coupe, mais t'étais de quel côté? North Bank. North Bank? Ouais. Ouais, je vais là en général. C'est là où il y a les supporters, où il y a le plus de bruit et tout. Donc, j'aime J'adore, bien. je vais là en général. Madame a le luxe de choisir ses places. On adore. Ouais. Il y a Ouais. son nom d'ailleurs sur le siège. Grave. Excuse-nous, Sarah, pardon, vas-y, continue. Mais non, voilà, toujours franchement super ambiance. Euh, Et puis voilà, voilà, voilà. Et ce match? Ouais, le match. Et le match. Ouais, bah après pour revenir du coup sur le match un peu plus dans les détails, pour moi la grosse satisfaction c'était l'attaque. Vraiment l'attaque. Bah déjà on met 4 buts. Et vraiment c'est donc on commence avec une attaque assez incroyable de Chloé Kelly, Alessia Russo, Olivia Smith. Donc deux buts des ailières. Et ensuite, en seconde mi-temps, on arrive à faire rentrer Stina Blackstenius, Beth Mead, Frida Manum, Caitlin Ford. Donc franchement, le vivier en attaque, c'est assez fou. Et d'ailleurs, du coup, un but de Blackstenius, un but de Manum et deux passes décisives de Beth Mead. Donc franchement, quand les joueuses en face, elles ont plus de jambes et tu fais rentrer, tu changes complètement ton attaque et franchement, ça propose ça, ça fait vraiment plaisir, quoi, à voir. Donc j'ai hâte de voir pour la suite. Franchement, ouais, ouais, ça va être super intéressant. Je pense que Olivia Smith, ça va être une joueuse clé. Et Et quel du coup, but? ouais. Quel but, quel met quand même. Et quel but? Quel premier Ah, but? c'est Waouh! c'est assez Franchement, exceptionnel pour dans le ouais, foot féminin de voir ouais, une pureté de frappe comme ça qui va se loger en pleine lucarne, ouais. Ouais, c'est assez ouais, rare pour être souligné parce que on voit que là il y a la fraîcheur de la jeunesse. Elle se pose pas de questions, elle est plein axe, elle fait un crochet, elle se met en position de frappe. Je pense qu'elle doit être à 25 mètres, elle frappe, ça fait mouche. Alors après, effectivement, de façon générale, dans le foot féminin, les gardiennes du but, elles sont pas aussi performantes que dans le foot masculin, mais la frappe, elle est quand même très pure. C'est pas, tu vois, je veux dire, j'ai notamment regardé hier soir le match Lens-Paris en foot féminin. Il y a certaines frappes, c'est des passes en retrait, tu vois. Donc voilà, donc quel premier but. Peut-être la seule ombre au tableau, finalement, c'est ce manque de clean sheet face à une équipe qui n'était pas non plus très très dangereuse sur un penalty concédé assez tôt dans le match, mais qui aura, d'après moi, je sais pas si tu l'as ressenti comme ça, Sarah, ce penalty encaissé finalement aura eu le mérite de nous décoincer et d'aller forcer un petit peu le résultat, puisqu'on prend le but à la, je crois que c'est la 17e, et Smith marque à la 29e, et Kelly va marquer juste avant la mi-temps. D'ailleurs, sur un mouvement d'école, hein, je l'avais même écrit dans le Discord, c'est centre en retrait de Russo, Kelly qui est rentré dans l'axe. J'espère que des fois, notamment Martinelli ou d'autres, regardent les filles jouer parce que on est sur des basiques du football et débordement centre en retrait, ça fait mouche, quoi. ouais, ouais, bah, comme tu disais, ouais, je pense que ouais, le premier but a eu un impact. Je pense aussi qu'il y a eu un relâchement du côté de London City. J'ai l'impression, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'elles sont arrêtées de jouer après le but. Ou alors c'est vraiment Arsenal qui a élevé son niveau de jeu soudainement. Parce que sur les 20 premières minutes, elles avaient un peu de mal à se trouver. Et soudainement, ouais, ça a fait un déclic. Et là, elles se sont mises à beaucoup mieux jouer. Mais effectivement, ouais, au niveau de la défense, c'est, euh, c'est assez intéressant, enfin intéressant, un peu embêtant. Et c'est vrai, je pense que par rapport au fait que Williamson ne soit pas là sur le début de saison, pour moi, ça va être un peu notre gros problème. Et surtout de qui mettre à la place de Williamson, parce Ouais. que donc là, elle met Katie Reed, donc qui doit avoir 19 ans, une petite jeune, alors que derrière, on a des joueuses un peu plus expérimentées, comme Lotte Benmoy et Laia Codina, qui sont plus âgées. Lotte Benmoy qui
a plus joué à la pré-saison, donc on pouvait plutôt s'attendre, même si ses performances étaient pas incroyables. Et au final, non, René ne la titularise pas. Assez surprenant, sachant qu'en plus Lotte, elle vient de renouveler son contrat. Donc ne pas se reposer sur elle, c'est assez surprenant. Surtout que Lotte, c'est une joueuse qui est à Arsenal depuis très longtemps. Elle est passée par l'académie. Et sur la saison 2023-2024, elle est élue joueuse de la saison par les supporters d'Arsenal. Donc c'était vraiment notre joueuse clé. Ensuite, elle se blesse un petit peu et donc il y a le retour de Williamson. Donc il la met de côté et ensuite sur les retours qu'elle a fait, c'était pas, elle a eu un peu de mal. Et donc là, c'est assez surprenant, mais ça montre que René, là, elle compte pas vraiment sur Lotte. Et donc, du coup, il lui reste vraiment juste une petite jeune de 19 ans qui est une très bonne joueuse, hein, qui, je pense, elle, va être dans le futur, elle est très intéressante. Mais pour l'instant, c'est sûr, voilà, on voit l'erreur sur le penalty. Bon, voilà, Au niveau après. expérience, à Arsenal, en tout cas, elle a cinq titularisations, quoi. Ouais. Et dont une en WSL, une en Champions League. Donc, c'est pas cinq en WSL, c'est Et, et total. surtout qu'elle est titularisée aux côtés de Steph Catley, qui n'est pas une défenseuse centrale de formation. Donc en fait, quand c'était Léa, la meneuse de jeu, avec Steph, bah forcément ça allait. Mais du coup là, c'est Steph, entre guillemets, qui se retrouve un petit peu la meneuse de la défense, alors qu'elle n'est même pas défenseuse centrale de formation. Et donc une jeune à côté qui doit s'adapter. Donc franchement, la défense centrale, elle fait très frivole. Enfin, j'ai un peu peur pour le début de saison. Après, à voir. Mais c'est vrai que c'est pas super rassurant pour l'instant. Surtout que ça n'a jamais été notre point fort, la défense. Ouais. Au final, victoire 4-1 sans trop trembler, finalement, hein, hormis encore une fois cette ouverture du score des adversaires du jour. 3 points, on lance bien la saison, mais tu le disais, tu as un petit peu peur de ce début de saison avec notamment l'absence de Williamson. Si on s'attarde un petit peu sur ce début de saison-là, on joue déjà dès vendredi avec un court déplacement à West Ham. On essaiera de vous tenir au courant sur les réseaux de où est-ce qu'on peut regarder le match parce que on le rappelle, et je l'ai assez souvent rappelé la semaine dernière, il y avait cette chaîne YouTube qui montrait l'intégralité des matchs en direct du foot féminin. Et là, pour la première de la saison, il n'y avait pas, en tout cas en France, on n'avait pas accès. Donc on ne sait pas si c'est une limitation au pays ou si c'est juste pas, si ça n'a pas été reconduit. Donc le match était diffusé sur la BBC One et pour ceux qui n'ont pas l'occasion ou la possibilité d'avoir les chaînes étrangères, ben ça peut devenir compliqué de regarder les matchs. Donc on va essayer d'un petit peu de mener l'enquête côté français et de vous tenir un petit peu informé. Donc je le disais, un court déplacement à West Ham vendredi, puis les choses sérieuses qui vont commencer un petit peu avec le premier vrai rendez-vous de la saison et le déplacement à Manchester United le 21 septembre, le dimanche, à 15h50. Donc, c'est des horaires un petit peu bizarres. Pour continuer en septembre, on recevra Aston Villa, un match largement à notre portée, pour à nouveau se déplacer tout début octobre à Manchester pour cette fois-ci affronter Manchester City. Donc ça veut dire que dans le mois qui suit, entre aujourd'hui, donc ou hier, le lancement de la campagne de championnat le 6 septembre et le 3 octobre, donc dans moins d'un mois, on aura déjà joué deux équipes du Big Four et probablement sans Williamson, ce qui peut être face à des équipes un peu plus huppées, problématique. En tout cas, l'avenir nous le dira. Après, tu disais, je crois que Chelsea, c'est que en novembre et on commence avec la réception de Chelsea. Donc, on espère que tout le monde sera fit d'ici là. Mais en attendant, il va falloir un petit peu engendrer les points. Est-ce que tu as prévu déjà un autre match dans les semaines à venir, Sarah? Chelsea en novembre. Chelsea en novembre? Ouais. C'est déjà acté? Ouais. Ok. Jonathan, ce calendrier
tu le trouves, est-ce que tu le trouves favorable dans le sens où on n'a pas tiré Chelsea dès le début et que donc du coup on va avoir quasiment 2 mois entre le début du championnat et la première confrontation pour se mettre en ordre de marche, ou est-ce que tu le trouves plutôt, j'allais dire, compliqué avec les 2 déplacements à Manchester dans le mois à venir? Bon, je vais essayer pas trop de me contredire par rapport à ce que je dis moi, chez les hommes, parce que le fait qu'on reçoive Liverpool, j'avais trouvé assez tôt, j'avais trouvé ça plutôt pas mal, mais bon, c'était peut-être prématuré. Là, bon, déjà la saison est beaucoup plus courte hein, chez les femmes, il y a 11 équipes, ça Je fait te coupe, 22 mais on s'est journées. déplacé à Liverpool. On les a pas reçus. Ça fait 22 journées et pas 38, donc Ouais. les échéances arrivent plus rapidement. Là, c'est bien, je pense, d'avoir United, d'avoir City et d'avoir Chelsea au mois de novembre. Bah, rien que pour le fait, comme l'a souligné Sarah, au niveau défense, on n'est pas trop au point encore pour l'instant. Alors, même si au niveau attaque, c'est bien parce qu'on a vraiment deux équipes, quoi, et deux équipes qui performent. C'est ça qui est super au niveau de la profondeur offensive. En défense, c'est pas la même chose. Donc, déjà, ça peut laisser un peu de temps de se mettre en place avec Cathy Reed, Steph Catley à côté. Ça peut donner l'occasion à Léa Williamson de construire un petit peu de rythme, surtout que le match contre Chelsea va arriver après la première trêve. Donc bon, on a un petit peu le temps de voir venir. À voir. Je pense que c'est pas mal, ce genre de calendrier. Commencer avec un promu, se faire les jambes et tout doucement se mettre dans le rythme avec United et City. Parce qu'effectivement, soulignons le fait qu'il y a quasiment presque 2 semaines et demie de coupure à la mi-octobre, puisque après le déplacement à Manchester City, on recevra Brighton le 12 octobre pour reprendre face à Leicester le 2 novembre. Alors, très honnêtement, je ne sais pas si entre-temps la Ligue des Champions aura déjà commencé et va se greffer dedans. Je pense que oui. J'ai pas d'infos sur les dates de tirage au sort. Je crois qu'il a. Je crois le tirage au sort est vers fin septembre. Ok. Donc, Je crois que les phases de qualification sont pas encore finies, elles doivent terminer fin septembre et après je crois que ça reprend directement vers mi-octobre, début octobre, les phases de poule. donc affaire à Enfin, suivre, de groupe. et je pense que le prochain épisode consacré aux féminines d'Arsenal se fera à peu près dans cette période-là, fin septembre, début octobre, avec les premiers matchs qui se seront déroulés, le tirage au sort de la Ligue des Champions, et puis on pourra faire un premier point de passage de nos féminines dans ce championnat et de voir si effectivement il y a déjà des choses qui ressortent et des espoirs à avoir, ou si au contraire peut-être que on se sera troué et que la saison risque d'être longue et compliquée, en tout cas au niveau du titre, je vais dire national. Euh, Est-ce que vous avez encore quelque chose à rajouter avant que l'on conclue cet épisode? Non, visiblement Donc on non. a fait le tour. Ok, parfait. Alors, je vais en profiter pour saluer 2 personnes. La première, c'est Pauline, que tout le monde connaît maintenant, hein, d'Arsenal Women de France, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, qui galère à trouver un appartement à Lyon et qui, en ce moment même, fait une visite d'appartement. Donc, on croise les doigts pour elle en espérant qu'elle puisse rapidement trouver un chez-soi, quitter les hôtels pour pouvoir revenir avec nous lors du prochain épisode. Donc, on la salue, on croise les doigts et on lui donne beaucoup de force. Et à titre personnel, je voulais juste saluer un ami. Tout à l'heure, je vous disais que j'avais regardé hier soir le Racing Club de Lens face à Paris. Paris qui est l'une des 2 grosses écuries du foot féminin français avec Lyon et qui se déplaçait pour la première journée au Racing Club de Lens, un club fraîchement promu dans l'élite. Le match avait lieu à Bollaert. Et je voulais juste saluer mon ami Alain Vangère, qui vient de Sarreguemines, qui a été un joueur de Sarreguemines. Donc, pour ceux qui nous écoutent assez fréquemment, vous savez que Sarreguemines, c'est de là où je viens, c'est là où j'ai été investi en tant que bénévole au club de foot pendant pas mal d'années, qui était joueur à l'époque où moi j'étais au club, à qui le club avait donné sa chance après mon départ en tant qu'entraîneur principal de l'équipe première.
le club n'a pas souhaité lui laisser du temps et donc du coup avait décidé de mettre fin à sa mission en tant qu'entraîneur de l'équipe première. Et il a su rebondir. Et puis hier, on a eu le grand plaisir de le voir sur le banc de touche du RC Lens en tant qu'entraîneur adjoint. Son nom a même été cité par les journalistes. Donc voilà, donc un beau pied de nez à ceux qui n'ont pas voulu lui faire confiance. Et on lui souhaite, ben, en tout cas, je lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. Voilà, ceci étant dit, je tenais à vous remercier, Jonathan et Sarah, pour votre disponibilité. Ça fait toujours du bien de parler du foot féminin. N'en déplaise à certains, c'est vraiment cool, c'est toujours rafraîchissant, je trouve. Et en plus de ça, encore une fois, on parle d'un foot féminin qui, Arsenal a plein d'ambitions. Et donc, qu'on suivra de façon très assidue et de façon très méticuleuse. Et on vous donne d'ores et déjà rendez-vous dans un mois à peu près pour un nouvel épisode consacré au foot féminin. Je vous souhaite une bonne journée et plus que jamais, Come on Gunners, ciao ciao! Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.